Le bureau de la cellule de l'ordre des médecins de la ville ferroviaire de Monaditou, dans la province de Lomami, a organisé le samedi 11 octobre 2025 la 4e journée déontologique et scientifique. Cette journée, facilitée par le bureau du conseil provincial de l'ordre des médecins de Lomami, était axée sur les grands thèmes. Médecins de Lomami face à la réforme sanitaire dans un contexte de la couverture santé universelle. Cette journée déontologique qui a réuni près de 115 médecins de la cellule de l'ordre des médecins locaux s'est déroulée dans la salle de réunion de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et c'était en présence du médecin chef de division provinciale de la santé de Lomami, Dr Bassake Kalema Jean-Pierre, et du président du conseil provincial de l'ordre des médecins de Lomami, Dr Ruben Moutamba. Sous la modération de Dr Benoît Moussassa, cette journée a commencé par l'hymne national avant la présentation individuelle de chaque médecin présent. Moi, c'est Dr Symphorien Chama, Dr Emile Naponkolo, Dr Augustin Kayebedai, Dr Valentin Kazadi, Dr Félicien Kazadi Luna, Célestin Kabouchi Banda, Dieudonné Tibangu, Félicien Ilunga Chama, Moulaji, médecin traitant à l'HL Kalenda, Dr Jean-Marie Ilunga, Dr Nyembo Moussa Sami, Justin, Dr Boukassa Jean-Marcel, c'est Dr Ahmed Kazadi Chibao, Dr André Tiamon, médecin traitant à l'HL Tiamala, Félicien Ilunga Mwamba, Dr Georges Kabamou Malamou, Constibunda Kadia Massanga, Nangila Mukuna, j'appelle Dr Patrick Chama, Christian Kabengele, Dr Joseph, Dr Kabel Zanga Joseph, Nathan Mukendi, c'est Dr Chama François, c'est Dr Mabela Rose, Dr Christian Bambou, Dobolo Cham Élysée, Ruth Martin, médecin traitant CH Notre-Dame de Grâce, Dr Aimé Chilanda Boukassa, Dr Isaac Chibangu, Dr Didier Kassongo, Dr Jean-Paul Matanda, Clarisse Ngomba, médecin directeur CH Maseb, Dr Gaston Chibangu, Dr Marc Salanga, Kasekan Kati, médecin directeur CH Notre-Dame de la Paix. C'est Dr Daniel Chibangu Kaboui, Dr Branham Moussa William, Dr Pascal Moulamou, Dr Alain Kabemba, Dr Jean-Claude Moussassa, chef de zone de santé de Monaditou et président de la cellule de l'ordre des médecins de Monaditou, Dr Joseph Luboya, Dr Lydie Kazadi Kabea, médecin coordonnateur provincial et tuberculose de Lomami, Dr Jean-Michel Moulo, médecin chef de bureau hygiène et salubrité publique à la DPS Lomami, Dr Ruben Moutamba, président provincial de l'ordre des médecins de Lomami. Je suis Jean-Pierre Bassake Kalema, chef de division provinciale de la santé de Lomami. Dans son mot de bienvenue, le président de la cellule de l'ordre des médecins de Monaditou, Dr Jean-Claude Moussa Sakasongo, a présenté devant l'Assemblée réunie le contexte de cette journée déontologique. Cette rencontre n'est pas seulement une occasion de renouvellement ou de retrouvailles entre confrères et concerts, mais aussi un moment privilégié de réflexion collective, de partage d'expériences et de renforcement de notre engagement éthique et professionnel. Dans un contexte marqué par les défis de la réforme sanitaire, nous, médecins de Lomami, avons la responsabilité d'apporter des réponses adaptées et innovantes, tout en restant fidèles aux principes de confraternité, de solidarité et d'intégrité qui nous ont légués nos maîtres. Dans un contexte marqué par des réformes sanitaires profondes en République démocratique du Congo et la marche vers la couverture santé universelle, il est indispensable que les médecins demeurent des acteurs de premier plan, garants non seulement de la qualité des soins, mais aussi des valeurs qui fondent la confiance entre soignants et patients. À Moneti, tout comme dans toute la province de Lomami, la réalité sanitaire est caractérisée par des défis multiples.
Nous citons la persistance des maladies transmissibles comme le choléra, la tuberculose ou encore la menace de la fièvre hémorragique Ebola qui sévit à côté de nous dans la province de Kasaï, accès limité aux soins par une population, mais aussi la pression économique et sociale qui influence la pratique médicale. Ces défis appellent des réponses concertées, basées sur la science, mais également guidées par une éthique professionnelle solide. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les journées d'ontologie de ce jour, qui visent à rappeler à chaque médecin les principes universels transmis par nos maîtres, dont Hippocrate, et à renforcer la confraternité médicale, élément essentiel pour élever collectivement les défis de santé publique et accompagner efficacement les réformes en cours. L'organisation des journées scientifiques et déontologiques de la série des monédites répond à plusieurs objectifs. Premièrement, il s'agit de réaffirmer les valeurs de la profession. En d'autres termes, il faudra rappeler à chaque médecin son serment, son devoir de confraternité, d'intégrité et de respect des dignités humaines. Secondo, renforcer la cohésion du corps médical. Il faudra offrir un espace d'échange et de réflexion commune où les médecins partagent leurs expériences, leurs difficultés et leurs solutions afin de mieux affronter les défis sanitaires de la province. Tertio, accompagner la réforme sanitaire et la couverture santé universelle. Pour cela, il faudra préparer le médecin à s'adapter aux nouvelles orientations du système de santé et à contribuer à leur succès par une pratique professionnelle responsable et éthique. Enfin, il faudra soutenir la surveillance et la lutte contre les épidémies. Dans les mêmes perspectives, nous devions sensibiliser sur l'importance de l'éthique dans la gestion des urgences de santé publique. Nous citons ici le choléra, la tuberculose, Ebola, ainsi de suite, et promouvoir des attitudes responsables dans la prévention et la riposte. En somme, pour citer, ces journées ne sont pas seulement un rappel des règles déontologiques, mais aussi une opportunité de consolider l'unité, la responsabilité, la crédibilité du corps médical dans la province de Lomami au service des patients et de la société. Je vous invite donc à vivre pleinement ces assises, à contribuer activement aux échanges et à faire de cette journée une étape décisive dans la marche commune vers un système de santé plus équitable et plus solidaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente participation et de fructueux travaux. Je vous remercie. Et après est venu le tour du président Coprom Lomami, Dr Hubert Mutamba, à parler sur les devoirs et confraternité au sein de l'ordre des médecins. Nous invitons le président du Conseil provincial de l'ordre des médecins avec tout honneur de prendre la parole et nous présenter l'exposé. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la cellule de l'ordre des médecins de Monéditou, très chers collègues, Messieurs, dames membres du bureau cellulaire de Monéditou, Messieurs les vice-présidents provinciaux de l'ordre des médecins de Lomami, très honorés confrères et très chers collègues, Messieurs les secrétaires sectionnaires principaux des syndicats des médecins en province, Silimed, Sinamed et Simeco, ici présents, distingués invités, très chers collègues, très honorés confrères et consoeurs, à vos titres et qualités, c'est pour nous un très grand honneur, un immense honneur, nous offert par la cellule de l'ordre des médecins de Monéditou, de pouvoir nous tenir devant vous pour présenter ce qui doit être le médecin dans l'exercice de sa profession.
lança cette journée déontologique dans un contexte de marche vers la CSU. Le médecin a un devoir immense à pouvoir accomplir et lequel devoir ne doit pas s'écarter des principes qui sont restés immuables face à l'usure de la science. Les textes étant restés égaux depuis les temps immémoriaux, c'est pour nous important, en ces cadres, de pouvoir les rappeler quant à ce qui doit être le médecin dans l'exercice de sa profession, quelles sont les règles, les textes qui régulent l'exercice de l'art de guérir, partout où on se retrouve. C'est ça qui constitue le socle de notre présentation de ce jour. Nous avons bien voulu les nommer médecins face à ses droits et devoirs, parce que dans la marche vers la CSU, c'est une marche, c'est un idéal, on le dira dans les débats, le médecin a un grand rôle à jouer dans cela. Et il ne peut le faire que s'il est protégé par la loi. Et la loi, c'est ces rappels qu'on devra faire. Est-ce que je peux savoir si dans la salle, quelqu'un a amené son livre « Droits et devoirs ». C'est lui qui l'a amené, peut le lire. Le droit et devoir. Je vois Dr Jean-Michel me démontrer sur sa machine. Droit et devoir. Oui, je comprends. Ça ne me surprend pas parce que même à l'église actuellement, nous amenons nos téléphones pour lire la Bible. Nous félicitons ceux qui ont cette Bible téléchargée sur leur téléphone. Nous félicitons également ceux qui l'ont amenée en dur. comprendrez cette similitude dans la présentation et dans les débats qu'on va devoir avoir ces jours. Il faudra qu'on les signale. C'est une première en province que le chef de division provinciale de la santé et l'hygiène prenne part activement à ce genre d'activités. Ça se tient depuis que les conseils existent, depuis 2016, mais ça sera quand même une première que le chef de division accepte avec beaucoup d'honneur et confraternité de répondre présent à cette invitation lui lancée. Certes, dans un délai de 48 heures, il fallait prendre plus de 250 km pour arriver à Mweneditu, honorer la famille médicale qui est ici présente et honorer aussi les conseils de son ressort. Voici les fondements de notre source de notre présentation des textes de loi. La loi 68-070 du 1er mars 1968 qui crée l'ordre de médecins. Et la deuxième loi, c'est une annexe à l'ordonnance 70/158 du 30 avril 1970 qui détermine les règles de déontologie médicale. Chacun de nous doit se retrouver dans ces deux textes. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ces deux textes, ça veut dire que ce que vous faites, ce n'est pas de la médecine. Autant que vous continuez à lire Bourrion pour essayer de maîtriser la pédiatrie, autant que vous continuez à lire l'hépatite 6 pour soigner correctement la tuberculose, il faudra respecter les principes de loi qui régulent l'art de dire la médecine. Mais si vous ne le faites pas ainsi, ça veut dire que vous êtes en train de faire autre chose que la médecine. Parce que cette médecine a voulu qu'avant que vous n'y entrez, vous puissiez appartenir à un corps, l'ordre de médecins, lesquels vous donnent des principes qu'il faille qu'on respecte tous ensemble. Et c'est à ce titre-là seulement que vous cristallisez votre qualité de médecin. L'ordre de médecins se veut aussi être un organisme professionnel, administratif et juridictionnel. Il est doté de cette personnalité civile qui est chargée de pouvoir défendre et de réguler la profession médicale. Et donc c'est la plus haute autorité de l'art que vous avez choisi, du corps auquel vous avez choisi d'appartenir. Et c'est à ce titre que cette plus haute autorité en matière de santé régule la manière dont vous devez dire votre médecine. Et donc, elle a des missions, il a des missions en tant qu'ordre. La première mission, c'est de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, c'est la haute honnêteté, et de dévouement, lesquels principes sont indispensables à l'art de guérir. Docteur Valentin, s'il n'y a pas de moralité dans ce que vous faites, s'il n'y a pas de probité, d'honnêteté dans ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de permettre alors de pouvoir atteindre sa mission principale, de pouvoir maintenir. Le maintien, ce n'est pas que au quotidien, vous devez rester dedans. Oui, c'est vrai, vous êtes dedans, mais quand vous vous écartez, nous devons exercer notre bon sens à pouvoir nous remettre sur les rails. Et donc, c'est ça le maintien.
Le deuxième devoir, la deuxième mission, c'est de pouvoir veiller à l'observance par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie. S'il vous plaît, c'est de notre devoir en tant qu'autorité ordinale, nous l'avons dit, la plus haute autorité dans le domaine de la santé, l'exercice de l'art de guérir. Notre deuxième mission principale, c'est de pouvoir veiller à ce que chacun d'entre nous, dans l'exercice de sa profession, observe les devoirs, les règles de déontologie médicale, les devoirs professionnels. Enfin, nous sommes chargés de pouvoir défendre l'honneur et l'indépendance ainsi que les traditions de la profession médicale. S'il vous plaît, vous n'avez pas imité un médecin qui a été bien dans votre communauté depuis les temps immémoriaux, qui a respecté ce que nos lois disent, c'est que vous êtes en train de ne pas perpétuer les traditions de la profession. Docteur JC, ça faisait plus d'un trimestre, c'est au mois d'avril que la cellule avait rappelé, le conseil provincial avait rappelé à travers la cellule, à chaque médecin inscrit ce qu'il doit au conseil. C'était une étape préliminaire. On a tout un chronogramme par rapport à ça. Docteur Jeannette, on ne vous invitera jamais pour ça. Parce que vous êtes honorable. Ils sont nombreux. Je ne prends que ça comme exemple. Parce qu'il fallait que je cite tout le monde ici, ça ne sera pas très aisé. Voilà. Et donc, évertuons-nous à payer nos cotisations ordinaires. Si vous ne commettez pas les fautes déontologiques pour perdre la qualité du médecin, sachez que vous la perdez pour le fait que vous n'êtes pas en règle avec vos cotisations. En conclusion, qu'est-ce que nous disons? Voilà ce que nous avons voulu remplir comme devoir en tant qu'autorité ordinale. Vous mettre en face avec les textes de loi qui régulent la profession du médecin. Nos missions, c'est veiller au maintien des principes. Comment on va veiller si on n'a pas vulgarisé? C'est ça. L'étape préliminaire, on vulgarise les textes. C'est alors que nous allons veiller aux principes de moralité et de probité. C'est comme ça que nous allons défendre l'honneur et l'indépendance professionnelle. Et ainsi, veiller à l'observance par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie médicale. Ça ne peut être possible que si nous avons vulgarisé. Merci de votre attention. Le deuxième thème parle de la place du médecin dans la surveillance des maladies à prévention vaccinale et maladies transmissibles. Ce thème a aussi des sous-thèmes. Le premier sous-thème sera la surveillance de la maladie à virus Ebola et du Mpox. Le deuxième sous-thème sera facteurs associés à la co-infection VIH, tuberculose, chez les personnes vivant avec VIH sous ARV dans la province de Lomami. Et le troisième sous-thème sera la place du médecin dans la détection de la tuberculose extra-pulmonaire multirésistante. Pour ce deuxième thème, nous prenons le premier intervenant, qui est le président de la cellule de l'ordre de médecins de Moneditou, citons le MCZ, Dr JC. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole que vous nous accordez à nouveau. C'est comme nous l'avons annoncé lors de notre contexte. Donc, nous nous retrouvons ici, c'est dans le cadre des journées déontologiques et scientifiques. Donc, c'est aussi une opportunité pour nous de partager quelques informations pour les collègues qui vont passer après moi. Il y a quelques publications qui seront présentées ici. Mais nous allons entamer cette plage avec une communication sur la surveillance d'une maladie qui se vit à côté de nous. Donc nous avons choisi de parler d'Ebola et même de Mpox parce que nous ignore que dans le contexte actuel, cette maladie menace la province de Lomami. Déjà au niveau du Kasaï, nous avons quelques cas qui ont été déjà notifiés et nous allons en parler ici. Alors, devant cette situation, le ministère de la Santé publique ne pouvait pas croiser les bras. Il y a eu une réponse qui a été mise en place.
D'abord, en rapport avec cette réponse, on a commencé par la désinfection de l'hôpital de Boulak. Donc, ce sont des actions que nous pouvons déjà y penser. Si nous nous retrouvons devant de tels cas, on ne doit pas paniquer, nous devons penser à la désinfection de nos structures et cela peut se faire avec le chlore que nous prépositionnons généralement pour les pulsites au niveau de l'antenne PEV des monédites. Nous avons aussi, il y a une mise en place de l'alerte précoce, il y a eu l'investigation des cas qui a permis de lister des cas contacts qui ont été suivis. Il y a eu une mise en place de deux points de contrôle sanitaire. Donc, les points de contrôle, pouvons avoir des points de contrôle au niveau des points d'entrée ou des frontières. Nous, par exemple, pour le cas des monédites, le point de contrôle au niveau de l'entrée, ça peut être, n'est-ce pas, notre péage. Donc, mais on peut aussi avoir des points de contrôle au niveau, n'est-ce pas, de la gare. Ça nous permet, n'est-ce pas, de suivre tous les cas pour essayer d'avoir des informations. Il y a eu la vaccination des personnes de première ligne et aussi les cas contacts. Dans le contexte des ressources limitées, on ne peut pas vacciner tout le monde parce que la quantité de vaccins disponibles ne permet pas de passer à une vaccination à large échelle. Mais le personnel de santé doit être vacciné en première position parce que c'est cette catégorie-là qui entre directement en contact avec les cas. Parce qu'avant même qu'on puisse poser le diagnostic, on doit examiner le malade. Ce n'est qu'en parcourant à travers notre sémiologie, à travers la consultation, qu'on saura qu'il y avait tel signe, que nous allons représenter ici dans la définition des cas qui vont nous ramener, n'est-ce pas, à conclure qu'il s'agit d'un cas suspect probable ou alors confirmé après le laboratoire. Je pense avoir fini, nous disons et nous vous remercions. Ensuite, l'autre sous-thème développé était axé sur les facteurs associés à la co-infection VIH-Sida chez les personnes vivant avec les VIH sous ARV dans la province de Lomami. Ce sous-thème a été présenté par Dr Jean-Michel Mwembo. Merci beaucoup, modérateur, pour la parole. Merci à la cellule de l'Ordre des médecins de Monéditou pour l'invitation nous lancer. Merci surtout au président du COPROM Lomami pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir disséminer en quelque sorte les résultats de nos recherches que nous avons menées dernièrement à Lubumbashi sur les facteurs associés à la co-infection VIH tuberculose chez les personnes vivant avec les VIH et qui sont sous ARV. Cette présentation, nous l'avons voulu pour toute la province de Lomami, mais les moyens étant limités, nous nous étions focalisés à la zone de santé de Kabinda qui nous donne en quelque sorte une image que nous pouvons projeter à toute la province de Lomami. Et nous le savons, la tuberculose est l'une des infections opportunistes de survenue fréquente au cours de l'infection à VIH. Et à l'école, à la faculté, on nous avait même dit que la tuberculose était l'un des critères de définition de l'infection à VIH selon les critères de Dakar. Et les personnes vivant avec les VIH sont plus susceptibles de développer la tuberculose que les personnes PVV négatives. Et la plupart des cas, dans la plupart des cas, la tuberculose constitue la cause majeure des morbidités et des mortalités chez les personnes vivant avec le VIH. L'infection à VIH, quant à elle, est le principal facteur de risque de développer la tuberculose, surtout chez la personne vivant avec le VIH. C'est donc le facteur principal de développer une tuberculose active. Et le double fardeau de la tuberculose et du VIH est l'un des grands défis sanitaires mondiaux de ces jours, très élevé dans les pays en développement, comme nous venons de le dire, particulièrement dans notre pays, la RDC, et aussi dans notre province de Lomami. Pour clôturer le deuxième thème, Dr Teddy Kazadi Kabeya, médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose,
dans la province de Lomami a parlé sur la place du médecin dans la détection de la tuberculose extrapulmonaire multirésistante. Monsieur le Président, Monsieur le chef de division, membre du Conseil de l'Ordre des médecins, c'est pour moi un honneur de prendre la parole ce matin pour échanger avec vous sur la place du médecin dans la détection de la tuberculose extrapulmonaire multirésistante. Voici le plan que nous allons suivre, une petite introduction. On va dire un mot sur le rôle que le médecin doit jouer, présenter les outils de diagnostic qui doivent être utilisés et la stratégie de détection. Nous allons vous présenter 2 cas cliniques et nous allons terminer par une conclusion. Alors, en guise d'introduction, je pense que le docteur Jean-Michel l'a dit en passant, la tuberculose est un véritable problème de santé publique dans le monde, en Afrique, dans notre pays et même dans notre province. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de regarder la morbidité et sa mortalité, ça se situe parmi les plus élevés. Et quand nous prenons notre province, elle est pratiquement la 5e au niveau de notre pays. Alors il faut dire que la République démocratique du Congo est parmi les 8 pays qui supportent le lourd fardeau de la maladie. Au niveau mondial, il y a 8 pays qui enregistrent à la fois la tuberculose pharmacosensible, la tuberculose multirésistante et la co-infection TB-VIH. Et notre pays, la RDC, est parmi ces 8 pays. Et en ce qui concerne la maladie, on ne va pas encore s'attarder sur ça. Tout le monde connaît qu'elle est provoquée par le Mycobacterium tuberculosis, qu'on appelle autrement le bacille de Koch. Et ce qui est important ici, c'est en rapport avec le type. Peut-être à l'université, on mettait plus l'accent sur la forme pulmonaire et sur la forme extrapulmonaire. Mais il faut dire que de manière opérationnelle, nous avons au moins 5 critères sur lesquels nous nous basons pour arriver à classifier la tuberculose. Si nous prenons, selon la démarche diagnostique, nous pouvons avoir la tuberculose bactériologiquement confirmée, quel que soit l'outil diagnostique qui peut être utilisé. Il suffit de mettre en évidence le Mycobacterium tuberculosis pour que l'on dise c'est la forme bactériologiquement confirmée. Et si ça a été fait sur base de la clinique, ça devient une forme clinique. On peut aussi le faire sur base de sites anatomiques, c'est ainsi que nous pouvons avoir la forme pulmonaire et la forme extrapulmonaire. En rapport avec la sensibilité aux antituberculeux qu'on utilise, on peut avoir la tuberculose pharmacosensible, la tuberculose pharmacorésistante. En rapport avec le statut VIH, on peut avoir la co-infection TB-VIH, ou soit il n'y a pas de co-infection. Et en rapport avec les antécédents, on peut avoir soit un nouveau cas, ou soit un cas de retraitement. Alors, quel est le rôle que le médecin doit jouer? Il faut dire qu'il y en a 3. Le premier, c'est identifier le présumé. Et si je voulais dire quelque chose, il est vrai que dans le temps passé, on parlait de suspect de tuberculose, mais déjà avec l'hépatite 6, compte tenu des notions de genre qui ont été introduites dans la lutte contre la tuberculose, ce terme a été mis de côté. On parle plutôt de présumé. Alors, je disais, premièrement, il faut identifier le présumé de tuberculose extrapulmonaire pharmacorésistant. Deuxièmement, le médecin doit demander des examens de diagnostic. J'anticipe en disant les tests moléculaires. Et troisièmement, interpréter les résultats. En ce qui concerne la présomption, on met plus l'accent sur les antécédents. Parce qu'avec la tuberculose pharmacorésistante, la recherche des antécédents est très capitale. Pour arriver à vous positionner, il faudrait ajouter des signes cliniques qui sont parfois diversifiés et non spécifiques dans le cadre de la tuberculose extrapulmonaire. Parce que nous savons que les signes cliniques en rapport avec la tuberculose extrapulmonaire dépendent de l'organisme ou du site atteint. Alors, il faudrait maintenant essayer de voir ça. C'est ainsi que dans les examens, il faudrait cibler l'échantillon qui doit être pris. S'il s'agit par exemple de la tuberculose méningée, on sait qu'on doit avoir besoin du liquide céphalorachidien pour faire le test moléculaire. S'il s'agit par exemple de la pleurésie, on peut prendre le liquide de ponction pleurale, on peut prendre le liquide articulaire, ça peut être les urines, on peut prendre le sel, une biopsie de la moelle osseuse, ainsi de suite. Ces examens, c'est pour nous permettre de faire le gene expert pour arriver à voir est-ce que le Mycobacterium tuberculosis est là, d'une part,
et d'autre part rechercher la résistance aux antituberculeux utilisés. Pour conclure, lorsqu'on arrive à détecter précocement la tuberculose extra-pulmonaire pharmacorésistante, on peut faire une prise en charge adéquate et arriver à éviter les décès. De ce fait, le médecin a pour obligation d'identifier à temps tous les présumés souffrant de la tuberculose extra-pulmonaire pharmacorésistante, prescrire des examens adaptés, interpréter correctement les résultats pour une prise en charge efficace. Je termine en disant, nous devons sensibiliser les patients qui souffrent de la tuberculose pharmacorésistante. Dès que vous avez quelqu'un qui fait la tuberculose pharmacorésistante, il faut lui dire, une fois que vous avez quelqu'un dans votre environnement immédiat qui souffre de la tuberculose, il faut l'orienter auprès d'un prestataire et signaler déjà que moi, je fais la tuberculose ou j'ai fait la tuberculose pharmacorésistante pour qu'on ne puisse pas passer à côté du diagnostic. Merci beaucoup pour votre attention. Au troisième thème axé sur la réforme dans les secteurs de la santé, dans le contexte de la couverture santé universelle, ici, des orateurs ont défilé le podium d'honneur. Il s'agit de Dr Joseph Luboya, vice-président du Conseil provincial de l'Ordre des médecins de l'Omami, qui a parlé sur la place du médecin dans la marche de la couverture santé universelle. Les dimensions de la couverture santé universelle, il y en a 3 dimensions. Il y a d'abord la couverture de la population. Qui doit recevoir ces soins-là? On doit les mettre où? Liés à l'équité, que ce soit d'une façon équitable chez tout le monde. La couverture de ces services doivent se disponibiliser où? On doit les placer où? Par moment, nous mettons les structures là où on n'en a même pas besoin. Parce qu'il y a tel qui veut que ça soit là-bas, on met la structure là où il a voulu que ça soit. Alors que ce n'est même pas un besoin pour la population. Et la troisième dimension, c'est la protection financière, garantir les services de santé. Cela ne doit pas entrer vraiment des difficultés financières avec la famille. Donc, cela veut dire quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour cette famille-là. Et pour nous, l'État a pris la charge juste pour assurer le premier palier qui est la maternité gratuite. Et la couverture santé universelle est basée sur le principe d'équité, la non-discrimination, de droit à la santé, en veillant à ce que la population le plus marginalisée soit atteinte et couverte et que personne ne soit laissé à côté. Normalement, nous devons poser la question, est-ce que partout là où on trouve un Congolais, il a accès à des soins de qualité? Je pense que chacun peut répondre à cette question. Quel est l'objectif de la couverture santé universelle? Ici seulement, vise à ce que chaque personne ait accès aux services de santé essentiels dont elle a besoin, de manière intégrée, abordable, de qualité, sans être confronté à des difficultés financières. Parce que nous savons d'ailleurs, notre population, davantage, nous sommes pauvres. Voilà, le pilier de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, il y en a pratiquement 7. Et le premier, c'est l'organisation et la coordination du système de santé. Mettre en place une structure de santé et puis bien organisée pour une meilleure gestion de ces services-là. Financer durablement et financement durable et solidaire. Assurer des ressources financières et suffisantes pour le fonctionnement du système de santé. Ici, ça pose beaucoup de problèmes parce que souvent, ce sont des familles qui financent le soin dans nos structures. Ce sont les familles qui payent les soins de santé. Au deuxième sous-thème, Dr Jean Bassek Kalema, médecin-chef de division provinciale de la santé de l'Omami, a parlé sur les médecins face à l'administration. Distingués orateurs, chers confrères, bonsoir. On m'a demandé il y a 48 heures que je puisse parler de la réforme pendant cette journée d'oncologie qui nous réunit tous. J'ai pris la chose au sérieux. J'ai demandé à ma hiérarchie que notre maison, notre
corporation m'invite à aller parler un peu de la santé et de l'administration lorsque nous allons nous retrouver en famille médecin. Et le même jour, l'autorité a pris son bic pour signer un bic vert mon ordre, mon autorisation de sortie. Et donc, je suis vraiment très fier et aussi présent pour vous tenir accompagné de quelques trentaines de diapos. Donc, notre plan pour la partie marche sur la réforme, mais aussi la couverture santé universelle. Mon prédécesseur venait de parler sur les généralités, les dimensions, les piliers et les défis. Et nous sommes très fiers parce que la logique voulait que ça soit ainsi. Si avec cette plage, j'allais toujours revenir sur les notions qu'il avait. Donc, on va passer. Et donc, ici, c'est plus... c'est comme si la pile ne donne plus. Ça défile, mais ça ne donne pas, parce que c'est toujours intéressant de pointer là où on part. Bien, donc ce n'est pas un problème, on va faire avec. Et donc là, c'est les changements qui sont des dispositions politiques et institutionnelles qu'on fait pour l'amélioration d'un fonctionnement. Donc on ne va plus revenir parce que l'AME a si bien donné dans la couverture, aussi c'était la même démarche. Ici, c'est les réponses à des problèmes spécifiques dans notre système. Alors, l'inspection générale est directement la hiérarchie de l'inspection provinciale de la santé aujourd'hui. Parce qu'il y a une séparation des fonctions. Et là-bas, les programmes sociaux, on n'en parle pas parce qu'il ne s'agit pas de nous. Mais par rapport à la couverture santé universelle, nous venons de citer ici, qui nous a montré 7. Et ce sont des établissements d'utilité publique. Donc, l'Institut national de la santé publique, il a monté ici les fonds de la promotion pour la santé, les fonds de la solidarité, l'autorité de régulation pharmaceutique, la COMED pour les médicaments, mais tout pour mettre de l'équilibre, il y a l'ARC-CESU, l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle. Et donc, c'est ça. Et bon, donc, il y a aussi les directions, actions sanitaires, les directions des mutuelles, les assurances, qui sont toujours dans l'optique de la couverture. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a plus de zone d'ombre. Honorés confrères. Parce que nombreux sont encore dans l'optique que, bon, quand ils ont un problème administratif, ils le posent à l'inspection. Qui n'a pas vu la hiérarchisation telle que c'est monté là-bas? Je pense que c'est clair. Bien. Donc, dans les organes de pilotage, nous avons le Conseil national de la couverture santé universelle. C'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a la responsabilité. C'est Fatih Beka. Et le secrétariat, le rapporteur, il y en a, les ministres, les chefs du gouvernement, et aussi, il y a le président du Conseil national qui est là. Les membres des ministres des Finances, de l'Intérieur et tous les autres responsables qui sont rattachés à cette couverture santé universelle. Ils sont membres là. Et donc, nous avons aussi le comité technique de coordination. Et là, celui qui est responsable, c'est Son Excellence le conseiller spécial du chef de l'État à la matière. Donc, ce n'est pas le ministre de la Santé. Dr Anne Kabemba, secrétaire à la cellule de l'ordre des médecins de Mweneditu, a fait aussi la synthèse et recommandations issues des échanges. Il nous a demandé de promouvoir la recherche opérationnelle. En tant que médecin, un médecin, c'est celui qui donne les réponses aux problèmes qui se posent dans la communauté. Nous ne devons pas subir les événements, nous devons les anticiper
en menant des recherches dans les communautés dans lesquelles nous sommes en train de rester. Les deux recommandations qui concernent les médecins chefs de zone, la première, le chef de division nous a demandé de préparer les dossiers administratifs des agents qui prestent sans avoir les mises en service. La deuxième, c'est de nous présenter les besoins en ressources humaines avant le 15 décembre. Je dis et je vous remercie. Cette journée riche en couleurs a été clôturée par une communication du président provincial de l'Ordre des médecins, Dr Hubert Mutamba. Remerciements confraternels à chacun d'entre nous et très particulièrement à tous ceux qui ont senti de grands efforts pour que cette activité se tienne à bon escient. Nous remercions très particulièrement le président de la cellule de Mwenaditu et tous les membres du bureau, et très particulièrement la commission d'organisation qui a concouru à l'organisation matérielle de cette activité. Et avec beaucoup de respect et de révérence, nous remercions le chef de division provinciale de la santé en sa qualité de médecin dans notre conseil pour les efforts qu'il a consentis afin de pouvoir participer activement à cette journée déontologique. Et très particulièrement aussi à mes aînés, Dr Teddy, Dr Michel, mon maître, pour avoir accepté de partager des expériences, des acquis et des compétences quotidiennes à la profession et aux confrères ici présents, et très particulièrement aussi à nous-mêmes pour notre présence active et participation à ces assises. Sans abuser de notre temps, nous vous disons merci sincèrement.